On va commencer. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, il me fait vraiment plaisir d'accueillir virtuellement Jocelyn Baudilis. Alors, Jocelyn Baudilis, qui est maître de conférence à l'Université de Rouen. Alors, pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec le jargon français, maître de conférence, c'est un peu l'équivalent de prof ici. Voilà. Et puis, Jocelyn est vraiment un spécialiste en fait de la rhizosphère, donc tous les micro-organismes qui sont associés aux racines des plantes. Donc, il a vraiment une approche vraiment que j'ai vraiment beaucoup aimée. C'est une approche d'écologie inverse. En fait, on va aller regarder dans le génome des patterns évolutifs, et puis ensuite, on va essayer d'aller regarder ça, ce qui se passe dans la nature, sur le terrain en tant que tel. Donc, je ne vais pas trop brûler son punch. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Jocelyn qui va nous présenter ses travaux. Voilà. À toi, Jocelyn. Oui, bonjour. Alors, en fait, maître de conférence, je dirais que c'est peut-être plutôt professeur associé pour vous ou adjoint, je crois. Je ne sais plus exactement le statut. Voilà, parce qu'en fait, nous, il y a une distinction effectivement entre les professeurs d'université et maîtres de conférence, même si, à part le salaire, il n'y a pas grand-chose qui différencie. Tout d'abord, je remercie évidemment Jean-Baptiste pour cette proposition, effectivement. Alors, idéalement, voilà, on avait essayé de prévoir que je vienne en vrai, hein. Après, c'est assez dur, effectivement. Je voulais pas non plus faire le trajet juste pour un jour ou deux. Donc, c'est assez dur, effectivement, de trouver un planning voilà, qui collait bien. Et puis, voilà. Mais on va essayer de faire ça, hein, de toute façon, pour une prochaine fois. Voilà, juste peut-être très, très brièvement, voilà, pour expliquer un petit peu mon parcours. J'ai soutenu une thèse donc en microbiologie en 2005 à l'université de Rouen et déjà voilà, j'étais bien intéressé par tout ce qui était évolutif. Donc là, c'était vraiment sur une étude évolutive alors la porine majoritaire des bactéries du genre Pseudomonas. Donc c'est une protéine qui permet le passage passif de molécules au niveau de la membrane externe de la bactérie. Et donc, en fait, nous, voilà, enfin, vraiment, en termes de résultats clés par rapport à cette thèse, c'est qu'on avait pu mettre en évidence une variabilité très, très forte de la porine, hein, tant au niveau du gène que de la protéine. Et cette variabilité, elle était liée finalement à la niche écologique avec des bactéries qui étaient plus adaptées à la rhizosphère avec un des deux types, hein. Donc, il y avait vraiment ici un rôle qu'on ne suspectait pas forcément par rapport à cette adaptation au niveau de la rhizosphère. Donc voilà, ça a été mon premier lien avec la rhizosphère des plantes, hein, donc tout ce qui est le microbiote, hein, qui est associé aux racines des plantes. J'avais poursuivi mes travaux de recherche par un cours post-doctorat à Bruxelles, donc à l'université flamande, et j'étais resté sur les pseudomonas. J'avais utilisé un autre modèle qui est aussi très intéressant, riche, qui est donc l'étude des sidérophores. Donc c'est des molécules sécrétées par certaines bactéries, plantes aussi. Et les pseudomonas voilà, ont cette capacité de sécréter vraiment un nombre très important de sidérophores, et c'est des molécules qui vont chélater le fer dans des environnements où ça représente un facteur clé au niveau de la croissance et notamment dans la rhizosphère, où il y a une compétition pour le fer, hein, qui est vraiment forte. Et donc, c'est des molécules voilà, qui sont assez complexes avec un noyau sous forme d'EM, donc avec une capacité de fixer le fer, et des récepteurs, hein, qui sont vraiment spécifiques du sidérophore sécrété par la bactérie. Donc, il y a vraiment toute une stratégie pour essayer de piquer les sidérophores des autres. Donc, c'est vraiment de point de vue évolutif, c'est vraiment un modèle riche et intéressant. J'ai pas forcément pu prolonger voilà, très longtemps cette étude-là parce que j'ai eu la chance d'avoir un poste assez vite à l'université de Rouen, donc en tant que maître de conférence.
Dans un premier temps, j'ai été recruté dans un laboratoire de géosciences. Donc là, j'ai vraiment développé toute une compétence en écologie microbienne et essentiellement donc sur l'étude de la dégradation, des hydrocarbures dans le sol. Donc là, c'était vraiment, un peu plus loin par rapport aux thématiques, initiales. C'est particulièrement les HAP, alors ou pH en anglais, qui, donc voilà, c'est des polluants qu'on retrouve, dans les sols, alors suite soit à une combustion, hein, en bois ou au charbon, voire, voilà, il y a des sols qui sont très contaminés, où là, il y avait des, anciennes mines, hein, de charbon. Et donc, ben, voilà, c'était essayer de voir l'impact de ces polluants, sur la diversité et la capacité de la communauté, microbienne, donc à dégrader ces polluants dans le sol. Donc j'ai poursuivi cette thématique pendant, un petit peu plus de 10 ans, hein. Donc j'ai pu co-encadrer 2 thèses sur cette thématique-là. Et puis, bah, c'était un peu suite en fait, à un déménagement. Enfin, voilà, en gros, mon épouse a une possibilité de changer de poste, et donc, pour une mission à Lyon. Donc, voilà, Rouen-Lyon, pour ceux qui connaissent pas, voilà, c'est quand même, ouais, c'est pas loin de 700 kilomètres. Alors, pour vous, c'est peut-être, voilà, c'est pas grand-chose, mais bon, du coup, voilà, nous, ça a nécessité quand même effectivement au niveau de l'intendance, un petit peu de changement. Et j'ai pu avoir un détachement pendant 4 ans à l'université de Lyon. Donc, j'ai rejoint un autre laboratoire, le laboratoire d'écologie microbienne à Lyon, et j'ai développé une nouvelle thématique de recherche sur l'évolution des pompes à effluves chez les bactéries. Donc là, je vous en parlerai un petit peu plus en détail. C'est des mécanismes protéiques assez complexes, hein, qui permettent d'expulser essentiellement des molécules toxiques, donc de l'intérieur de la bactérie, un cytoplasme, vers le milieu extérieur. Et enfin, alors je réduis parce que moi j'ai des choses qui me gênent aussi sur mon écran, pardon. Et enfin, donc depuis 2020, j'ai intégré le laboratoire Glycomed, donc un retour à Rouen. Le laboratoire Glycomed, donc qui est mon laboratoire actuel, c'est un laboratoire qui a essentiellement, initialement des compétences fortes, pour tout ce qui est étude des glycomolécules, donc des molécules qui contiennent des sucres, au niveau des parois des plantes. Donc c'est vraiment un laboratoire historiquement qui était composé de biochimistes, et de végétalistes. Et récemment, voilà, ils ont développé un axe, donc, plus en lien avec la microbiologie, donc tout ce qui est vraiment interaction entre plantes et micro-organismes, essentiellement au niveau de la rhizosphère. Donc là, je développe, hein, depuis maintenant 4 ans, donc, une thématique autour du microbiote de la rhizosphère. Donc je retourne un peu à mes amours initiaux, ou initiales, hein, si les amours c'est féminin au pluriel. Et donc, voilà pour cette rapide présentation. Je tiens quand même à également, donc, mettre en avant une fédération de recherche en Normandie, qui est la fédération Norvège, donc qui a été initiée il y a déjà un certain temps, donc par Asdin Drewitch, qui a lui-même aussi plus récemment développer une collaboration avec le Québec et la fédération SEV. Donc là, voilà, il y a donc depuis 2020, euh, un nouveau. Alors, je ne sais pas si c'est pas encore une fédération. On va dire que c'est une entente franco-québécoise Nord-SEV, et c'est dans ce cadre-là. En juin, donc, notamment Jean-Baptiste était venu faire une présentation, voilà, ce qui a permis effectivement de pouvoir échanger par rapport à nos différentes thématiques de recherche. Donc voilà, je voulais quand même effectivement
donc bien signaler cette entente-là parce qu'effectivement, on va essayer de développer ça de manière un petit peu plus pratique, plus, voilà, plus précise. Alors maintenant, en ce qui concerne vraiment ma présentation scientifique, je vais me focaliser sur les 2 dernières études. Donc l'étude sur les pompes à effluves, alors qui est finalisée. Donc là, on a la première publication qui est sortie sur cette thématique-là, et on en a 2 autres qui sont en soumission. Donc là, voilà, je vous la présenterai. Donc ça sera dans un deuxième temps, hein. Pédagogiquement, voilà, je préfère initier donc la présentation donc de l'étude actuellement en cours. Et je terminerai donc par des perspectives de développement, hein, sur une approche par microfluidique, hein. Donc voilà, je terminerai ma présentation par cette approche-là. Voilà, en troisième. Alors, voilà, juste pour vous représenter un peu le contexte, hein, de l'ensemble des études que je vais vous présenter. Donc ça concernera donc essentiellement le microbiote rhizosphérique, pardon. Donc, il faut savoir, voilà, que la plante, lorsqu'elle pousse, hein, dans le sol, elle va sécréter des milliers, voire des dizaines de milliers de molécules organiques, essentiellement des sucres, des acides aminés, des acides phénoliques, des vitamines, donc tout un tas de choses. Donc à la fois des molécules qui peuvent être utilisées comme source de carbone et de croissance pour les micro-organismes du sol, mais aussi tout un tas de molécules, soit pour de la signalisation, voire des molécules toxiques, hein, qui permettent de limiter finalement l'impact des pathogènes, hein, qui peuvent aussi coloniser la racine. C'est cet ensemble de molécules qu'on appelle l'exudat ou les exudats des racines va permettre de recruter, donc d'attirer chimiquement, de sélectionner et d'entretenir donc un microbiote très complexe, sachant que ce recrutement, il va être réalisé à partir du sol, du sol brut, qui est très riche en micro-organismes, hein. Donc j'ai donné quelques ordres de grandeur, hein. C'est vraiment le sol, c'est vraiment l'habitat le plus riche, hein, à la fois en termes de densité et de diversité au niveau de la Terre. Et donc, voilà, on a vraiment cette sélection, ce recrutement qui est très fin, très complexe. Et en retour, ce microbiote associé aux racines va donc stimuler la croissance des plantes, hein, soit en favorisant la nutrition directement, soit en stimulant le système immunitaire de la plante, et globalement va aider donc à la protection contre des stress biotiques, que ce soit évidemment une attaque de phytopathogènes, ou abiotiques, hein, comme un stress hydrique. Et c'est le cœur voilà, de nos études. C'est la finalité, je dirais. C'est cette compréhension, cette utilisation du microbiote rhizosphérique qu'on appelle la modification, le modelage du microbiote. On appelle ça l'ingénierie rhizosphérique. Et cette approche-là permettrait de limiter, voire de remplacer les intrants chimiques, hein, les produits sanitaires qui sont utilisés en agriculture. Donc c'est vraiment voilà, c'est vraiment la finalité de notre approche, sachant que alors, je suis désolé, moi c'est pareil, j'ai des fenêtres qui me gênent un peu. Voilà, et donc cette approche de l'agroécologie va nécessiter donc une meilleure compréhension, hein, du dialogue, donc entre la plante, hein, via ses exudats et ce microbiote. Donc voilà, c'est dans ce contexte-là, hein, que je vais vous présenter donc ces 3 études. Alors une première étude donc sur l'étude donc du chimiotactisme, de l'attraction chimique, hein, par les exudats.
des micro-organismes et la capacité des exudats donc à faire pousser, hein, donc la croissance bactérienne en présence des exudats. Donc ça sera la première partie. La deuxième partie, ça sera donc l'étude de l'évolution donc des pompes à effluves. Alors, c'est particulièrement de la superfamille RND. Je vais évidemment vous décrire un petit peu plus précisément à quoi ça correspond. Et je terminerai donc par une approche, hein, par microfluidique que nous développons actuellement. Alors, donc, tout d'abord, la première partie. L'objectif de cette étude, donc, c'est d'arriver à essayer de mieux comprendre le rôle des exudats dans l'attraction, hein, donc, et la capacité à faire pousser donc, nos bactéries, enfin, le microbiote, en prenant donc deux bactéries modèles pour notre étude, Bacillus subtilis et Pseudomonas fluorescens. Ce sont toutes les deux des PGPR, donc des bactéries qui sont vraiment connues comme étant bénéfiques pour la croissance des plantes. Dans les deux cas, il existe des souches qui sont commercialisées, hein, et voilà, qui peuvent être utilisées. Alors évidemment, généralement, c'est utilisé pour des plantes en pot, voilà, pour des particuliers, parce que là, on imagine bien qu'à une échelle de champ, c'est déjà un petit peu plus complexe, mais voilà, ou associé aux, euh, aux graines. Voilà. En tout cas, il y a effectivement déjà une utilisation qui est faite, hein, pour ces deux espèces. Et donc, nous, on a essayé de voir vraiment la capacité attractante des exudats de trois plantes, de trois espèces de plantes, le colza, le pois et le raiggras. Alors, le colza, pois, ce sont deux légumineuses qui sont riches en protéines, donc d'intérêt régional en Normandie. Le raiggras, donc c'est le gazon anglais, hein. C'est également d'un intérêt régional puisqu'on a beaucoup de pâturage, hein, à la fois pour les chevaux, pour les vaches. Donc voilà, c'est vraiment trois plantes qui pouvaient intéresser donc nos financeurs de la région. Et donc, voilà donc notre modèle. De manière pratique, donc il a fallu dans un premier temps arriver à extraire une quantité suffisante d'exudats à partir de ces trois plantes et le faire de manière, je dirais, comparative entre les trois plantes, hein. Donc ça, c'était vraiment une première étape importante parce que quand on lit des publications qui font des études à partir des exudats. On a pratiquement dans chaque article à son protocole, et donc on a vraiment une diversité de protocoles. Donc là, voilà, nous on a essayé de simplifier, de harmoniser pour ces trois plans. Donc on a réalisé ces collectes des exudats en collaboration avec deux laboratoires, le laboratoire EVA, donc à l'université de Caen, et Agile, hein, qui dépend d'une école en agriculture sur Rouen. Et donc, bah, le principe, voilà, était relativement simple. Donc là, on a fait pousser dans les trois cas les plantes, donc en hydroponie, donc en absence de sol, hein, dans un milieu liquide. Puis ensuite, on a fait un rinçage. Alors, je ne sais pas si, par contre, je ne sais pas si vous voyez le pointeur. Si la souris, vous la voyez sur l'écran, non? J'ai peut-être une option pour mettre un pointeur, je ne sais pas. Non, je ne le vois pas. En tout cas, bon, j'ai ensuite, je regarde, non, je crois que c'est pour écrire, mais j'ai pas de pointeur. Ah si, j'ai un pointeur laser, ça y est, je l'ai, pardon. Donc ça, je pense que vous voyez le pointeur. Donc ensuite, on a rincé donc très très brièvement donc nos racines, et ensuite on les a fait exuder dans de l'eau stérile, pure, pendant 1 heure. Et donc on a récolté une grande quantité d'exudats qu'on a concentré donc par centrifugation et lyophilisation. Donc c'est vraiment une étape qui est assez lourde. Ça nécessite de partir à partir de beaucoup de plantes. Et donc on a fait six campagnes, 6 collectes pour chacune des plantes. Mais voilà, on avait finalement à la fin peu de produits, et donc voilà, vous verrez par la suite que ça conditionne évidemment ensuite les protocoles.
On a dosé donc le carbone, l'azote, hein, à partir de nos exudats pour essayer de normaliser évidemment nos comparaisons. Et maintenant, donc, je vous décris le protocole de l'étude du chimiotactisme. Donc là, c'est pareil, c'est relativement simple, hein, sur le papier. On est parti de petits capillaires, donc des tubes en verre très très fin, dans lesquels préalablement on avait fait monter, donc c'est le liquide vert ici, donc ça avait été fait dans une précédente étape, soit des exudats racinaires, soit des contrôles, donc on avait juste du tampon pour le négatif, ou de l'alanine, hein, qui est connu comme étant donc un acide aminé qui est fortement attractant pour les bactéries. Et ensuite, donc, on a scellé l'extrémité du capillaire, hein, pour maintenir donc ce tampon ou ces exudats dans le capillaire. Et on l'a donc inséré dans une suspension bactérienne, hein, qui contenait donc soit des Pseudomonas fluorescens, soit Bacillus subtilis. Et puis on a laissé donc un certain temps, on a récupéré notre capillaire et ensuite il suffisait de casser notre tube, hein, voilà, pour récupérer toutes les bactéries qui étaient montées dans notre capillaire. Et ensuite, il a fallu évidemment essayer de définir ce que c'était, enfin, de définir qualitativement l'attraction. Et donc là, on a tout simplement fait un ratio entre la densité des bactéries qu'on récupérait en présence de l'exudat, donc divisé par la présence de bactéries qu'on récupérait pour le négatif. Et on s'est fixé quand même des conditions assez stringentes, puisqu'on a quand même une variabilité au niveau de la mesure. Donc on a considéré qu'on avait qualitativement une attraction pour les exudats si on avait trois fois plus de bactéries dans notre capillaire par rapport donc à notre témoin négatif. Et ensuite, à partir de cette première étape, on a essayé de quantifier donc là, plus sur un aspect qualitatif mais quantitatif, on a essayé de quantifier ce pouvoir attractant. Donc pour ça, on a défini de manière assez similaire par rapport aux résistances antibiotiques voilà, pour ceux qui connaissent. Donc on a défini donc la MAC, enfin, donc la CMA en français. Donc c'est la concentration minimale attractive. Donc c'est-à-dire la concentration minimum en exudat qui permet d'attirer significativement donc nos bactéries. Donc juste voilà pour vous montrer un petit peu la procédure, mais ça montre finalement quand même la lourdeur, hein, parce que là, notre étudiante en thèse, voilà, elle a fait quand même un certain nombre de manip, hein. Donc voilà, je voulais quand même vous le détailler. En fait, on part finalement, je reviens, pardon, ici, on part de notre exudat extrait initialement. On mesure, voilà, si on a oui ou non donc une capacité attractante. Si oui, on divise, on dilue notre exudat par 10, on refait notre expérience, etc. Et jusqu'à avoir donc une concentration, une dilution qui ne permet plus une attraction significative. Et à ce moment-là, on définit donc cette CMA, hein, voilà, comme étant la dilution qui est voilà, qui est la plus faible, qui permettait donc d'arriver à attirer nos bactéries. Et donc, on a fait cette expérience-là à partir de toutes les campagnes de prélèvement des exudats pour les 3 plantes, pour les deux souches. Et donc là, alors juste pour pouvoir vous retrouver, donc on a une échelle logarithmique, hein, donc les différences sont un petit peu écrasées. Donc on a, voilà, plus on a finalement une valeur forte, alors, ou plutôt c'est le contraire, plus on a une valeur faible en CMA,
finalement, plus on a une attraction, puisque moins il faut de concentration en exudat pour attirer nos bactéries. Donc les histogrammes qui sont hauts, ça correspond finalement à une attraction faible sur le schéma. Alors on peut voir, voilà, je ne vous ai pas présenté les analyses statistiques, hein, tout n'est pas forcément significatif, on a quand même un petit peu de variabilité, mais globalement, voilà, on a une attraction qui est la plus importante pour le colza. Euh, Ensuite, on a le poids qui attire un petit peu moins, et le régras. Alors ici, pour Pseudomonas fluorescens, c'est pratiquement la même chose que le poids, mais on verra, voilà, c'est le suivant. On a une attraction, voilà, qui est assez similaire pour Bacillus subtilis, avec quand même effectivement pour le régras une attraction très faible, puisqu'on a même pour 4 échantillons sur 6, même notre exudat pur n'arrive pas à attirer la bactérie. Donc on a vraiment un pouvoir attractant qui est beaucoup plus faible pour les exudats de régras. Pour résumer, voilà, un petit podium. On a donc le colza qui est vraiment voilà, qui possède les exudats qui vont attirer le plus. Ensuite, pois et raies donc en troisième position. On a ensuite, à partir des mêmes échantillons, des mêmes campagnes de prélèvement des exudats, on a ensuite étudié la capacité de ces exudats à faire pousser donc nos bactéries. Donc là, c'est bon, c'est assez classique, hein. Voilà, on a tout simplement mis nos bactéries dans nos exudats. On a mis en agitation à la température optimale. Alors, on s'est fixé, voilà, on s'est fixé 30 pour les 32 degrés, pardon, pour les deux bactéries. Même si évidemment là, on est quand même dans des conditions pas forcément euh, enfin, c'est pas forcément les conditions qu'on retrouvera au niveau sol, hein, mais ça permettait vraiment d'avoir la croissance optimale pour nos bactéries. La difficulté, c'est qu'on a été obligé de faire évidemment nos croissances dans des petits tubes parce qu'on avait très peu de quantité en exudat, donc ça, c'était quand même une mise au point assez longue. Et puis après, évidemment, on a déterminé le temps de génération, donc c'est le temps qui permettait un doublement de la population. Et donc, on a déterminé ça pour les différentes campagnes et les différentes souches. Je vous en parlerai aussi, alors même si l'étude elle est encore en cours, elle est pas finalisée. À partir donc de nos croissances sur exudat, on a également effectué une étude de transcriptomique pour étudier donc voilà les transcrits, les gènes exprimés chez nos bactéries en présence des différents exudats. Donc voilà les résultats donc qu'on avait obtenus pour nos deux souches. Donc en bleu là on a les histogrammes pour Bacillus subtilis, rose pour Pseudomonas fluorescens. Et donc en ordonnée on a les temps de génération. Donc là plus l'histogramme va être haut, hein, plus on a un temps de génération qui est grand. Et donc, plus la croissance est lente, d'accord? Parce qu'il faut un temps long pour avoir un doublement de la population. Donc là, on a utilisé comme témoin deux milieux, donc un milieu riche, le milieu LB, un milieu minimum. Donc là, on a ajouté juste du glucose comme source de carbone. Comme attendu, évidemment, on a un temps de génération, on a une croissance qui est plus rapide en LB. Et puis, on a ensuite voilà, une croissance finalement qui est assez similaire pour nos deux souches, hein, ce qui n'était pas forcément attendu, en fonction, mais qui varie en fonction des trois plantes, avec le colza qu'on retrouve hein, toujours avec une croissance rapide hein, qui est pratiquement de l'ordre de grandeur d'un milieu riche, suivi de très près par le raigra. Et le poids, donc là, on a vraiment une croissance, alors donc à la fois une variabilité comme on peut le voir, mais on a quand même un temps de génération qui est plus long hein, par rapport aux deux autres plantes. Ces résultats sont déjà en soi intéressants puisqu'en fait, ça permet de démontrer que finalement les exudats racinaires
seuls, hein, sans avoir à rajouter autre chose, vont apporter tous les macro-éléments, hein, nécessaires à la croissance des bactéries. Donc ça, c'était déjà en soi un résultat assez intéressant. Et, mais par contre, voilà, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une variabilité, hein, donc, sur cette capacité de croissance, cette vitesse de production de biomasse, qui varie donc entre les plantes. Et de manière intéressante, ah oui, alors ça c'est, voilà, je vous présenterai après, on n'a pas forcément le même ordre. On le verra, hein, entre les différentes plantes, entre la capacité à attirer et la capacité à faire pousser les bactéries. Je vous présente juste très rapidement, voilà, les résultats préliminaires, mais on n'a pas encore, voilà, on n'est pas arrivé encore tout au bout, hein, de notre pipeline. Donc là, voilà, après c'est assez, c'est classique. Voilà, je vous le présente très rapidement, mais voilà, on a assemblé nos différents reads. Et l'intérêt, voilà, c'est qu'après, on les normalise, on les compare évidemment au génome, et surtout, c'est cette dernière étape où on n'a pas encore finalisé. On va essayer évidemment de classer les différents gènes en fonction de leur annotation, ce qui permet de vraiment mettre en lumière, hein, les fonctions qui vont être activées ou réprimées en présence des différents exudats. Voilà, c'est vraiment un résultat préliminaire, mais voilà, on a effectivement un certain nombre de gènes, hein. Les gènes rouges, c'est ceux qui vont être sous-exprimés. Bleus, c'est ceux qui sont donc significativement surexprimés. Quand on compare, donc pour une même souche, hein, différents milieux de culture, donc ici c'est entre le milieu riche et le milieu minimum. Mais aussi, évidemment, quand on compare avec les exudats, voir les exudats des différentes plantes entre eux aussi. Et globalement, voilà, ce qui est intéressant, évidemment, c'est on a une variabilité au niveau de l'expression des gènes en fonction des exudats. Globalement, pour la première, voilà, pour l'étude préliminaire, évidemment, on a identifié, comme attendu, des voies de dégradation de sucre. Donc là, ce que je ne vous ai pas présenté ici, mais on a des collaborations avec des chimistes, hein, pour essayer évidemment de caractériser chimiquement les exudats. Donc ça va être intéressant d'essayer de recouper en fait ces gènes exprimés avec les différents les molécules qui sont présentes dans les exudats. En tout cas, on devrait ne pas avoir trop de difficultés pour les sucres majoritaires. Et par contre, voilà, là où ça devient un petit peu plus subtil, c'est qu'on repère aussi des réponses au stress, hein, même si on peut voir que voilà, on a quand même des croissances assez rapides. Donc, il y a des choses, voilà, qui les gênent quand même pour leur croissance, avec notamment pour Bacillus subtilis, des voies, hein, qui amènent à la sporulation, donc la formation de spores par la bactérie. Donc là, ça va être évidemment intéressant d'aller essayer de creuser pour voir si on peut arriver à identifier des phytomolécules qui pourraient être responsables, pardon, de ces différents stress. Pour résumer cette étude-là, alors voilà, qui n'est pas encore totalement finalisée, voilà, on retrouve notre podium. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est que même si, en tout cas pour le colza, chaque fois c'est la première marche du podium, mais on a cette inversion là entre le poids gras, hein, voilà, qui peut être intéressant de creuser. Donc voilà, cette capacité à faire pousser, donc à apporter une source de carbone au microbiote n'est pas forcément corrélée avec cette capacité à attirer donc des bactéries à partir du sol. Donc ça reflète très certainement évidemment des différences de composition entre les exudats. Je vais maintenant, alors je sais pas ce que je suis bavard, je regarde au niveau temps, moi je pense que ça devrait aller. Du coup, la deuxième étude concerne donc l'évolution donc des pompes à effluves RND chez les bactéries à Gram négatif.
Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est donc une pompe à effluves? Alors, il y a différents types, hein, en fonction déjà des bactéries Gram+ ou Gram-. Dans le cas des bactéries Gram-, il y a 2 membranes enfin, une membrane cytoplasmique, une membrane pardon, externe. Et donc là, on a vraiment un gros complexe protéique qui permet le passage directement du cytoplasme vers l'extérieur de la bactérie grâce à un gradient de protons. Et donc, c'est vraiment voilà, un passage actif avec une spécificité plus ou moins grande de substrat. Et donc, une variabilité assez forte, hein, au niveau des pompes à effluves en fonction donc, des différents substrats. Donc là, voilà une variabilité très grande donc, de molécules exportées. On a, par rapport aux pompes à effluves, on a ce qu'on appelle des superfamilles. Donc c'est vraiment voilà, des ensembles phylogénétiques assez divers. Il y en a que voilà, que vous connaissez très, très probablement. Et donc moi, je me suis vraiment focalisé sur la superfamille RND pour résistance la résistance, la nodulation, pardon, et la division des cellules. Euh, et cette super famille-là, elle est présente donc chez toutes les grammes négatifs. Et on a même souvent plusieurs copies donc de gènes, hein, donc des pompes, voilà, plusieurs pompes différentes par souche. Et chez les grammes négatifs, on a donc cette protéine donc, au niveau de la membrane interne qu'on appelle la perméase. Donc, c'est elle qui a vraiment le rôle dans la spécificité de substrat. Et on a une association avec une porine, donc, qui peut être plus ou moins spécifique, hein, au niveau de la membrane externe. Et on a ces protéines de fusion voilà, qui servent à faire le lien entre la perméase et la porine. Et donc, voilà, on a ces gros complexes protéiques. Et donc, moi, je me suis focalisé vraiment sur l'étude phylogénétique de la perméase, hein, qui a cette spécificité de substrat. Donc tout d'abord voilà, un petit recul sur le contexte, donc sur la problématique de la résistance aux antibiotiques. Depuis finalement la connaissance et l'utilisation des antibiotiques en médecine, voilà, ces molécules ont permis de sauver énormément de vies, hein, de lutter efficacement contre différentes maladies bactériennes infectieuses. Mais assez vite, hein, vraiment, même dès les premières utilisations d'antibiotiques, on s'est aperçu que certaines bactéries arrivaient à résister. Donc, il y a vraiment tout un panel de mécanismes de résistance plus ou moins spécifiques aux antibiotiques chez les bactéries. Et vraiment plus récemment, un mécanisme qui vraiment a posé et continue vraiment de poser des problèmes, et notamment en environnement clinique, c'est le mécanisme par efflux, puisqu'en fait, on a des systèmes voilà, qui permettent d'expulser de manière non spécifique beaucoup d'antibiotiques différents. Donc, ça entraîne un phénotype qu'on appelle donc de multirésistance aux antibiotiques, qui pose évidemment des problèmes à l'hôpital assez forts. Et donc, de manière intéressante pour les scientifiques, bien évidemment, c'est beaucoup de pompes RND qui sont impliquées dans ces multi-résistances aux antibiotiques, sachant que ces pompes RND sont présentes voilà, chez presque toutes les grammes négatives, mais toutes les bactéries ne sont pas, voilà, n'ont pas forcément ce phénotype-là. Donc, il y a vraiment une modification en général au niveau de l'expression, hein, de ces pompes, hein, qui permettent à ces bactéries de développer ce phénotype de multirésistance. Donc voilà ce que
je voulais vous dire, voilà. Et donc, je reviens sur ces pompes. Donc, on a finalement des pompes qui ont ben, un rôle connu, caractérisé, à la fois évidemment sur la résistance aux antibiotiques, hein, c'était vraiment le premier rôle qui a été mis en évidence. Également, parmi les pompes RND, certaines vont pouvoir expulser des métaux. Donc là, alors ça va être du zinc, du cuivre, de l'argent aussi, donc des métaux lourds, hein, qui peuvent effectivement être toxiques pour les bactéries si elles sont en trop grande quantité. Et différentes toxines, des hydrocarbures aussi, enfin finalement une diversité très grande de molécules. On s'est aperçu aussi que des mutants de bactéries Gram- qui n'avaient plus de pompe à efflux RND avaient des difficultés à noduler, hein, quand elles étaient capables de le faire. Donc cette symbiose avec les plantes, hein, pour la fixation de l'azote atmosphérique. Euh, et également probablement un rôle au niveau de la virulence, au niveau de la communication entre les bactéries, bref, un rôle finalement assez global de ces pompes à efflux. Aussi même voilà, au niveau du fonctionnement même de la cellule. Et donc globalement, voilà un rôle, hein, au niveau de l'homéostasie, donc du maintien de métabolites, hein, au niveau de la cellule. Euh, c'est finalement cette observation que ces pompes-là ne sont pas utilisées finalement que pour les antibiotiques, mais finalement une fonction qui est beaucoup plus large, a même finalement, plus récemment, permis de comprendre que très probablement, c'est le rôle finalement dans la résistance aux antibiotiques n'est qu'un rôle qui est secondaire, et c'est probablement pas le rôle initial, hein, de ces pompes. Et globalement, voilà, ce qu'on observe, c'est qu'elles sont présentes chez toutes les bactéries, y compris des bactéries qui ne sont pas pathogènes, y compris des bactéries qui n'ont pas forcément une résistance forte aux antibiotiques, ou en tout cas qui n'ont pas de pression de sélection, parce que voilà, ne sont pas en contact avec des antibiotiques, en tout cas à haute dose, tels qu'on peut utiliser en médecine humaine ou animal. Et donc, bah, c'est posé, voilà, c'était vraiment le point de départ. Nous, c'était essayer de mieux comprendre le rôle global de ces pompes dans les résistances environnementales. Donc là, voilà, on s'intéresse moins, on s'est intéressé moins donc à la résistance aux antibiotiques. On a essayé vraiment de comprendre un peu mieux le rôle de ces pompes, et d'essayer de faire un lien entre la diversité de ces pompes et les différents rôles que ces pompes peuvent avoir chez la bactérie. Donc là, cette étude-là, voilà, je passe, parce que peut-être que j'accélère un petit peu. Cette étude donc, a consisté à réaliser une étude phylogénétique. Alors initialement, à partir d'un petit panel de séquences qui codent des pompes qui étaient bien caractérisées, donc phénotypiquement, et donc qui nous permettait d'avoir vraiment une base pour ancrer notre phylogénie, et aussi pour faire des recherches plus larges à partir donc d'un panel. Donc là, on était parti de 920 génomes de grammes négatifs, représentatifs de l'ensemble de la diversité des bactéries connues. Et en fait, on a identifié les différents gènes, voilà, qui présentaient donc une similarité avec nos gènes de référence, pour effectuer donc une phylogénie plus large, et ensuite pour essayer de relier finalement cette phylogénie à la taxonomie, à l'origine, à la pathogénicité des différentes souches. Et ensuite, à partir des signatures d'habitat ou signatures écologiques qu'on a pu mettre en évidence, on a confirmé ces signatures à partir d'échantillons environnementaux, hein. On a extrait de l'ADN brut, et puis on a effectué donc différentes PCR en temps réel. Et on a aussi réanalysé, quand on a pu, certains métagénomes, hein, pour vérifier qu'on avait bien les signatures qu'on avait pu mettre en évidence. Donc là, je vais vous présenter, voilà, brièvement
Donc la famille RND, alors on appelle ça même une super famille, puisqu'en fait on a huit familles décrites actuellement. Donc il y a au moins une ou deux familles qui sont décrites chez les eucaryotes, hein. Donc c'est vraiment une super famille très très large. Et donc on s'est focalisé nous sur les trois premières qui avaient été caractérisées. HME, HAE1 et NFE, en fait, c'est celles qui ont vraiment été les plus étudiées chez les bactéries. HME donc, était spécialisé dans les flux de métaux. HAE1, c'était assez large, hein, donc des molécules organiques. Et c'est les HAE1 qui interviennent dans la résistance aux antibiotiques. Et NFE, bah, qu'on verra, en fait, c'était une famille justement qu'on a proposé, nous, dans notre étude de supprimer, puisqu'en fait, elle n'a pas de consistance ni phylogénétique ni fonctionnelle. Donc là, on est parti à partir de notre panel donc de séquences voilà, correspondant à des pompes bien caractérisées, voilà, très rapidement. Donc on a retrouvé un clade bien homogène correspondant donc à la famille qui permet d'expulser donc les métaux. Donc là, vraiment un lien et phylogénétique et fonctionnel. Donc là, on a vraiment une famille qui est vraiment bien caractérisée. Et après, alors c'est le code couleur. Donc en bleu, ce sont les séquences qui sont initialement hein, dans les bases de données qui sont définies comme appartenant à la famille HAE1. Et en vert, c'était à la famille NFE. Donc on peut voir qu'on a quand même la grande majorité des séquences bleues, hein, donc initialement définies comme étant de la famille HM1, qui sont vraiment dans deux clusters. Voilà, qui sont frères, enfin en tout cas voilà, donc on a vraiment une monophylie au niveau de la famille. Et puis on a finalement NFE et quelques HAE1 qui sont entrecoupés. Et dans tous les cas, ici, on n'a vraiment pas de monophylie au niveau de la famille NFE, avec en plus des variabilités de substrat. Enfin bref, là, ici, on a absolument pas de consistance hein, au niveau de la famille NFE. Donc ensuite, à partir de cette première phylogénie-là, on a ensuite fait une nouvelle phylogénie, donc à partir un petit peu plus de 6000 séquences qu'on a pu extraire donc in silico à partir donc de nos 900 de nos 900 génomes. Et donc on a pu retrouver les différents clades. Donc, c'est intéressant, voilà, en termes de représentation chez les bactéries Gram-. Finalement, les deux premiers clades, A et B, hein, voilà, qu'on propose hein, comme étant vraiment la vraie famille HAE1, ça représente quand même 40% de l'ensemble des séquences chez les Gram-, 20% pour les HME. Et c'est intéressant, c'est même si effectivement on peut plus voilà, il y a pas de sens à maintenir la famille NFE. On a quand même un clade, hein, donc une monophylie ici, de séquences qui représentent quand même 20% des séquences et finalement très peu ici de protéines, de pompes caractérisées, hein. Donc vraiment ici une diversité un petit peu cachée hein, des nouvelles pompes hein, voilà, qu'on ne suspectait pas en tout cas à avoir une occurrence aussi grande dans les génomes. Je passe très vite, mais en gros, ce qui est intéressant, c'est que on a confirmé qu'on avait donc un nombre de copies variables dans les génomes, dans nos 920, dans 920 génomes, et on retrouve, bah, par exemple, dans le cas de la famille HME, on va retrouver significativement plus de copies HME dans les souches qui sont isolées de milieux contaminés par les métaux. Donc il y a vraiment un lien entre le nombre, donc là c'est même pas expression, hein, c'est entre le nombre de copies de gènes, alors avec des variations, c'est pas exactement les mêmes pompes, hein, mais qui appartiennent bien à cette famille-là. Et donc on a voilà, presque trois fois plus de gènes qui codent enfin, des pompes de cette famille dans les milieux contaminés par les métaux. En ce qui concerne HAE1, alors c'est là où je retombe sur ma rhizosphère de manière vraiment
intéressante, c'est qu'on a finalement dans la niche écologique, donc en contact avec les plantes, c'est là où on va retrouver le plus de gènes codants des pompes HAE1 dans les génomes. Et donc là, on peut avoir, voilà, on a presque en moyenne, on a entre 6 et 7 pompes différentes donc par souche de la famille HAE1 dans les génomes de souches hein, qu'on a isolés de la rhizosphère. Et en ce qui concerne le clade H, là, je rappelle, hein, on n'a vraiment aucune idée fonctionnelle, hein. Les quelques pompes caractérisées, on sait que c'est probablement des substrats organiques, mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, on les retrouve essentiellement dans des bactéries qui sont isolées de milieux marins, donc peut-être un lien en tout cas soit avec la pression osmotique. Donc là, en tout cas, voilà, une nouvelle famille qu'on a proposée hein, dans notre étude. Je me focalise voilà, sur les pompes HE1 puisque c'est quand même ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Et donc, ce qu'il y a de vraiment intéressant, c'est que finalement, ces pompes qui ont été initialement, je rappelle, caractérisées par leur capacité à expulser des antibiotiques au niveau des souches cliniques, bah, finalement, évolutivement, elles auraient été sélectionnées bah, pour leur capacité à- à expulser probablement un certain nombre de phytomolécules toxiques. Et donc, elles jouent vraiment un rôle, elles joueraient vraiment un rôle fort hein, au niveau de la colonisation de la rhizosphère. Donc là, voilà, je vous représente, c'est une étude un petit peu plus large hein, sur les signatures écologiques, mais ce qu'on peut voir, c'est que vraiment, même par rapport aux souches isolées chez l'homme ou chez les animaux, c'est vraiment au niveau de l'association avec les plantes où on va trouver vraiment le plus de gènes codant des pompes HAE. Et donc là, voilà, un rôle vraiment, euh, enfin, vraiment, enfin, fort en tout cas au niveau de la colonisation de la rhizosphère. Alors ça, les implications évidemment sont intéressantes parce que bon, à la fois sur l'approche évidemment du microbiote rhizosphérique, mais aussi avec une perspective, un espoir de trouver parmi les phytomolécules qu'on retrouve au niveau des exudats peut-être des nouveaux antibiotiques ou des molécules voilà, qu'on pourrait utiliser en médecine hein, pour essayer de lutter contre ces pompes-là hein, qui vraiment posent un problème fort en médecine humaine. Je termine, donc ça va être voilà au niveau timing. Je termine par la dernière voilà la dernière partie hein, qui est vraiment préliminaire, mais voilà c'est vu que c'est ce qu'on vraiment on- on met le paquet actuellement pour essayer de développer cette approche-là. Donc voilà, je voulais vous en parler. Donc une approche par microfluidique. Alors qu'est-ce que c'est une puce microfluidique? Alors c'est quelque chose qui est à peu près de la taille hein, d'une lame de microscope. Et le principe, c'est que on a gravé ou imprimé, parce qu'on peut utiliser maintenant des imprimantes 3D, des canaux donc, qui ont des dimensions microscopiques et qui permet un passage de fluide. Donc c'est une technologie qui est beaucoup utilisée par exemple en physique, hein, euh, plus récemment et en biologie. Et en tout cas, effectivement, la particularité, c'est que nous, on veut voilà, pouvoir arriver à étudier finement les interactions entre plantes et bactéries à l'aide de ces puces. Donc là, un petit schéma pour voir évidemment comment on peut les utiliser. Le principe, c'est qu'on fait pousser des petites plantules à partir de graines dans voilà, alors ici, c'est des petits, c'est des embouts, c'est des cônes de micropipettes, hein, et ensuite on les transfère, on les injecte dans la puce, qui permet d'avoir le développement des racines. Et donc, on peut vraiment étudier en temps réel, hein, en microscopie, la colonisation des racines par les bactéries.
Donc, c'est notre objectif, avec évidemment, alors à la fois un micro-environnement qui est contrôlé, et également, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va utiliser, on n'a plus cette problématique de pouvoir extraire des exudats en quantité forte. Là, on a besoin vraiment de quantité de matériel biologique très faible. Donc ça, c'est un autre avantage. Et puis, voilà, cette observation en temps réel qui est vraiment, qui est vraiment intéressante pour nous. Et donc là, voilà, on est parti de travaux qui ont initié voilà, ces études de croissance de plantes sur ces systèmes-là, avec voilà, cette possibilité vraiment de répétabilité forte. Donc c'était ce qui nous plaisait bien, évidemment, sur cette approche-là. Et donc, voilà, très, très rapidement, c'est ce qu'on souhaite faire. Donc là, on a une collaboration avec une plateforme de microscopie à Caen voilà, qui se lance dans cette approche-là. Et donc, ce qu'on souhaiterait faire, voilà, c'est des parcours de différentes tailles pour voilà, essayer de voir vraiment cette attraction des bactéries par les plantes et avec cette possibilité donc d'injecter nos bactéries donc à une autre extrémité par rapport aux plantes et de pouvoir avoir vraiment une idée de la dynamique de cette attraction donc par la chronophotographie, donc par un enchaînement de photos qui permettrait donc de reconstituer tout le parcours de nos bactéries et donc d'avoir une mesure fine de l'attraction. Voilà. Juste pour vous présenter là où on en est, hein. Donc on a déjà donc réussi à faire développer voilà, dans des petits cônes des plantules. Donc on est parti sur Arabidopsis comme plante modèle initialement, mais évidemment on souhaite essayer de reprendre nos modèles de végétaux. Et ensuite on transfère, hein. Donc là, voilà, on a commencé à faire nos premières puces. On transfère donc sur une lame, hein, je vous ai dit, donc sur nos puces, et avec des canaux, des embouts qui permettent de faire circuler ou non un liquide, injecter ou non donc des micro-organismes. En conclusion donc de l'ensemble de cette présentation, donc là, évidemment, on a hâte de pouvoir finaliser notre étude en RNA-seq pour vraiment essayer de comprendre mieux pourquoi notre bactérie elle va se développer plus ou moins facilement en présence des exudats, de comparer évidemment par rapport aux analyses chimiques. Et puis, voilà, il y a vraiment ce développement de la microfluidique qui nous permettrait d'avoir encore une approche voilà, plus globale de cette colonisation donc, de la rhizosphère par les micro-organismes. Voilà, je vous remercie. Je pense que le timing, j'ai dû te tenir plus ou moins. Voilà, peut-être très rapidement, la première étude, donc ça correspond à la thèse de Eulalie que je co-encadre avec Barbara Pavlak, donc c'est encore en cours. La deuxième étude, ça correspondait à la thèse de Holwen qui a soutenu il y a un an, qui est actuellement en recherche de postdoc, donc elle a vraiment de fortes compétences en omique. Donc voilà, si vous avez des études qui peuvent, voilà, vous cherchez ce profil-là, n'hésitez pas, voilà, à me contacter, je vous donnerai ses coordonnées. Et donc là, on a une publication qui vient de paraître, donc c'était en collaboration avec l'Université de Lyon. Et donc pour la microfluidique, voilà, on est actuellement en train d'initier cette étude-là en collaboration, donc toujours avec ma collègue Barbara Pavlak et en collaboration donc avec l'Université de Caen. Je vous remercie. Je ne sais pas s'il reste un petit peu de temps peut-être pour des questions.